Madame, Monsieur, bonsoir. La fin du statut contractuel des enseignants sonne-t-elle le dénouement définitif de la crise entre enseignants et gouvernement? C'est de cette question qui n'a que trop fait l'actualité qu'il sera donc débattu ce soir dans l'émission. Lors d'une conférence de presse jeudi dernier, jeudi 25 janvier, le porte-parole du gouvernement a déclaré que l'exécutif mettait fin au contrat des enseignants contractuels, marquant ainsi la fin de cette modalité d'emploi. Il s'agit ainsi de la loi 0700 qui crée ce cadre juridique qui est nécessaire à l'adoption du terme employé au lieu de ressources humaines dans tous les articles du nouveau statut de base du personnel éducatif. Que change cela concrètement? Réponse dans cette émission. Mais ce n'est pas tout. Il est prévu que le 8 février prochain, c'est-à-dire dans une semaine, le gouvernement devrait adopter le nouveau statut unifié des fonctionnaires de l'éducation nationale. Entre-temps, la tutelle a décidé également, en concertation avec les syndicats, de suspendre les prélèvements sur les salaires des enseignants et grévistes. Quid du sort des professeurs déjà suspendus suite aux grèves à répétition? Lundi, les syndicats ont remis au ministère de l'Éducation nationale une liste des noms des professeurs suspendus. Enfin, les hausses de salaire ainsi que les nouvelles indemnités qui ont été approuvées lors des accords signés les 10 et 26 décembre dernier, eh bien, ces indemnités et ces hausses des salaires seront versées sous forme de rappel dès le mois prochain, donc dès le mois de mars au plus tard. C'est ce que aussi nous allons discuter dans cette émission. Est-ce assez pour calmer le mécontentement, la grogne des enseignants? Les compromis concédés par le gouvernement sauront-ils satisfaire une fois pour toutes ce corps enseignant? Comment rattraper le retard des élèves, le retard dû à un trimestre quasiment, trimestre entier de grève? Avec moi pour évoquer ces sujets, répondre à ces questionnements, le président de l'Association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement, Abdeslam Naji. Bonsoir et bienvenue à nouveau sur ce plateau. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Nous vous avons accueilli sur ce plateau durant tout ce feuilleton interminable, nous souhaitons, qui sera peut-être fini incessamment. Ça sera terminé bientôt. Ah, vous êtes confiant. Très bien. Nous en saurons plus dans quelques instants. En face, professeur Mohamed Gdira. Bonsoir, professeur Gdira. Bonsoir, Madame Khadija. Merci pour l'invitation. Et merci à vous de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes professeur à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Mohamed V de Rabat. Partagez-vous l'optimisme de Sinaji? Oui, tout à fait. On commence à apercevoir cette lueur au bout du tunnel. Oui, pas de problème. Je reste confiant. Oui. Il y a une volonté pour clore ce dossier. Inch'Allah. Alors, clore ce dossier en commençant par ce statut contractuel. Remplacer l'appellation salarié par cadre régulier ou en tout cas employé qui remplace ressources humaines. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce aussi important? Et aussi, est-ce qu'il y a une unanimité par rapport à la satisfaction, par rapport à cette demande en particulier? Professeur Neji. Ça change, je crois, beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement un changement sémantique, il y a un changement de statut. Donc nous passons d'un statut de cadre d'académie à un statut de fonctionnaire. Mais avant, il faut insister sur le fait que le statut de contractuel a été terminé il y a plus de 3 ans. C'est Hamzazi l'avait annoncé, l'ancien ministre de l'Éducation nationale avait annoncé que ce contrat-là, ou en tout cas ce concept-là, allait toucher à sa fin en 2019. En 2019, c'est ça. Donc en 2019, on avait mis fin à la contractualisation entre les cadres d'académie et le ministère, et on a changé ça par les statuts des académies. Donc dans chaque académie, il y avait un statut qui est réservé au cadre d'académie. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'il y a un statut unifié qui concerne tous les cadres du ministère de l'Éducation nationale, y compris les cadres d'académie. Et ce qui change également, c'est que nous passons aujourd'hui au statut de fonctionnaire clairement.
il est clairement stipulé dans le texte du décret que les cadres d'académie sont des fonctionnaires du ministère de l'Éducation. Et lorsqu'on parle de fonctionnaires, on parle bien sûr de changement de statut, que ces personnes-là, ils auront bien sûr une stabilité dans l'exercice de leur métier. Ils seront titularisés dans le cadre de la fonction publique. Et bien sûr, ils vont bénéficier de tous les droits d'un fonctionnaire. Quelles sont les obligations de ces fonctionnaires, professeur Nagy? Oui, il y a plusieurs obligations. Est-ce qu'elles rentrent aussi dans ce statut? Oui, est-ce que ce statut définit aussi les obligations? Il définit. Ou, excusez peut-être le cliché, on est fonctionnaire, donc du coup on est à l'abri de toute sanction. Merci, voilà. De toute sanction si on ne fait pas bien le boulot. Non, le fonctionnaire, il a des obligations à côté de ses droits. Et ces obligations, elles sont bien définies dans le décret, dans le statut des fonctionnaires. Et ce statut qui a été amendé, il définit les fonctions de l'enseignant, pas seulement de l'enseignant, mais de tous les cadres de l'éducation nationale. Bien sûr, il y avait des revendications par rapport à ces fonctions. Il fallait les revoir, parce que dans le statut unifié qui a été l'objet de toutes ces contestations, il y avait des fonctions qui ont été ajoutées à l'enseignant. Alors aujourd'hui, on revient aux fondamentaux concernant les fonctions de l'enseignant, qui sont l'enseignement et l'évaluation. En plus de ça, même le statut de la fonction publique, il définit des sanctions par rapport aux fonctionnaires s'il ne fait pas bien son travail. Bien sûr, là, il faut faire la différence. Dans ce statut. Il y a. Il n'y a pas de soutien, c'est-à-dire qu'on vient, on donne les cours et on évalue, c'est-à-dire on corrige les copies. On n'a pas ajouté le soutien. Le soutien, il va être sujet à discussion avec les syndicats dans le cadre des textes qui vont être ajoutés au texte de décret. Et dans ces textes-là, bien sûr, on va discuter comment on va faire le soutien, dans quel cadre, pour quelle rémunération, parce qu'on parle également de rémunération par rapport à la réalisation du soutien scolaire pour les élèves en difficulté. Mais je parlais des sanctions. Les sanctions, elles sont dans le statut de la fonction publique. Et le problème qui a été soulevé avec la première version du statut, c'est qu'il y avait des sanctions particulières pour les enseignants. Alors aujourd'hui, on revient aux mêmes sanctions pour tous les fonctionnaires. Donc tous les fonctionnaires sont pareils concernant les sanctions qui vont être appliquées aux enseignants et aux autres cadres de l'éducation nationale. Alors, si on revient à cette question du statut et la fin du statut du contractuel, comme je le disais tout à l'heure, on a mis fin à cette situation en 2019. Aujourd'hui, ce qu'on ajoute, c'est de remplacer la nomination de cadre d'académie par la nomination de fonctionnaires. Et ça, c'est quelque chose de très important. Mais il reste deux éléments qui souffrent un petit peu de contestation des enseignants, surtout les coordinations. Le premier élément, il concerne les postes budgétaires. Oui, justement. Là, vous répondez à la deuxième partie de ma question, s'il y avait unanimité dans la satisfaction du corps enseignant. Oui. Vis-à-vis de cette décision de mettre fin au statut de contractuel, eh bien effectivement, on n'est pas très d'accord. On aborde d'ailleurs cette question de budgétisation. Pourquoi il n'y a pas de loi de finances rectificative pour impliquer ou intégrer les professeurs et le personnel de soutien? C'est pour ça que je vous interpellais tout à l'heure par rapport au soutien. Et vous avez parlé tout à l'heure de sémantique. Et bien justement, ils mettent le doigt là-dessus. On dit qu'il y a une manipulation de concepts et une terminologie qui ne touche pas à l'essence du problème, pour citer justement
un des porte-parole des nombreuses coordinations. Donc, en gros, finalement, c'est pas réglé, même s'il y a eu cette... c'est pour ça que votre optimisme m'avait un peu étonné au début de cette émission. Oui, mon optimisme, c'est par rapport à est-ce que aujourd'hui nous arrivons à la fin de ce tunnel? Est-ce que le statut qui va être approuvé par le Conseil du gouvernement le 8 février va être appliqué et on ne sera pas dans la même situation du mois d'octobre quand le gouvernement a approuvé la dernière version du statut et on a vu le mouvement de grève qui n'a cessé de... Mais il se passe un peu la même chose, parce qu'on dit cela, on est en train de commettre la même erreur. On dit, bien sûr, je fais référence aux coordinations, on est en train de faire la même erreur qu'en octobre, et que s'il dit cela, ça veut dire qu'il faudrait s'attendre peut-être dans les semaines, les mois à venir à un autre mouvement contestataire après l'adoption du statut unifié le 8 février. Si on ne revoit pas la loi de finances et que si on n'y inclut pas un budget spécial pour le soutien. C'est ça que je dis là. Écoutez... Parce que les réactions sont oui, officielles des coordinations, elles sont adressées aux médias. Alors, il faut être réaliste et pragmatique. Il ne faut pas... Réaliste et pragmatique, moi je préfère une réforme modeste qu'un miracle impossible. Ça, il faut le reconnaître. Ça fait 20 ans, même plus, qu'on parle de réforme. Il fallait attendre ces Moussa, il faut le rappeler. Il est venu avec une certaine ténacité, il est venu avec un projet. D'ailleurs, 3 semaines ou 2 semaines après sa nomination, il a ouvert ses portes pour débattre avec les syndicats. Il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est du courage intellectuel et c'est du courage pratique. Bon, maintenant, lorsqu'on est dans les concertations, dans les négociations, il faut savoir lâcher prise, il faut donner. C'est ce qui se fait actuellement. Les professeurs ont toujours réclamé le retour à l'administration publique, c'est-à-dire avoir un numéro de DOTI. C'est ça pour eux, l'administration publique. Or, être dans cette situation, c'est-à-dire le juste milieu qu'on a trouvé, ce n'est pas problématique. Ils sont fonctionnaires, ils ont les mêmes avantages, ils ont les mêmes, je dirais, le même statut. C'est pas une question technique, je dirais même techniciste. Revoir la loi de finances pour pouvoir... il y avait un budget, maintenant on va transférer ce budget était aux académies. C'est-à-dire que maintenant, excusez-moi, parce qu'on a l'impression que maintenant, si on lit un peu leur réaction à ces coordinations, ces porte-paroles de coordination, on a l'impression qu'ils veulent gérer maintenant la chose publique. C'est-à-dire que maintenant, on est en train de dire à l'exécutif, voilà comment vous êtes censé gérer le budget, il nous faut une loi de finances rectificative. Justement... c'est-à-dire, c'est limite des parlementaires qui sont en train de parler. Moi, je vais m'adresser à mes collègues, aux professeurs, via cette émission. Vous savez, une réforme qu'on promet depuis 20 ans n'est plus une réforme, c'est un refrain. Voilà, c'est ça le... Alors, moi je dis à ces professeurs, ce sont mes collègues, ils méritent tout le bonheur du monde. Je leur dis, pourquoi il y a 20 ans ou 25 ans, vous n'avez pas fait ce que vous avez fait actuellement? Donc, les autres gouvernements étaient dans le refrain, là vous êtes dans la réforme. Aussi petite soit-elle. Donc, tous les gouvernements passés n'ont pas eu cette audace. Et là, je ne défends personne. Je ne connais personne dans ce gouvernement pour me dire que vous défendez ou vous ne défendez pas. Lorsque on ouvre un dossier, il y a eu le courage d'ouvrir ce dossier, et les syndicats ont eu le courage de réclamer, de demander. Ils ont trouvé un terrain d'entente. Maintenant, certains disent que les syndicats ne représentent rien. Bon, pour le moment, la mosaïque, elle est là. Il y a 5 syndicats les plus représentatifs, on a discuté avec eux, on a négocié. Certainement, il y a un relais, les syndicats constituent le relais avec
tanziriyat, les coordinations, et par conséquent, on ne pouvait pas avoir un apaisement de cette manière. Il y a un silence aujourd'hui. Moi, ça ne m'intrigue pas. Je sais que les relais fonctionnent bien. Je sais qu'il y a des débats implicites, mais c'est un statut, à mon sens, historique par rapport à il y a 20 ans ou 25 ans. Il est historique dans le sens où tous les acteurs concernés par le système éducatif y ont participé. On trouve dans le nouveau statut énormément d'éléments. Il y a beaucoup d'insuffisances aussi, mais lorsque on est dans la négociation et dans la concertation, le juste milieu, c'est un accord, et c'est un accord, à mon sens, exceptionnel depuis 20 ou 25 ans. Donc c'est une avancée majeure. C'est une grande avancée majeure. Oui. Hein, il ne faut plus rester dans le refrain de la réforme. La réforme, aujourd'hui, elle est là. Il y a un nouveau statut. On peut l'évaluer comme on veut, mais au moins, Sibn Moussa a eu ce courage, hein, et je dirais ce sang-froid, hein, pendant 2 ans pour pouvoir faire du forceps et présenter un statut avec la concertation des syndicats. Voilà. Maintenant, on ne peut pas permettre, et ça je le dis à Tanziriyat, aux coordinations, hein, de donner le ton. Aucun gouvernement dans le monde ne permet à un groupement de personnes non instituées, hein, de donner le temps et de donner l'orientation. Vous faites bien de préciser que ce sont des coordinations. Je vous avais interpellé sur cette question lors d'une émission précédente, d'ailleurs, Synergie. Quel est leur statut juridique à ces coordinations? Il n'y a pas de statut juridique. Elles n'en ont pas, oui. Non, mais bon, c'était vraiment une question pour la forme. Hein. La réponse y était incluse. Mais cela étant dit, peut-être quelque chose à ajouter sur ces avantages-là. On parle de ce statut unifié. De nouveaux points, 42 décrets et textes d'application élaborés en complément du statut unifié. Donc, 12 statuts régionaux Exact. Justement, par rapport à ces statuts régionaux, qu'est-ce qu'ils changent pour la profession, pour ces cadres? Synergie. D'abord, il faut souligner que nous sommes passés de 12 statuts, c'est-à-dire un statut pour chaque académie, à un statut qui regroupe tous les fonctionnaires. Deuxièmement, ces fonctionnaires, nous avons... Vous êtes pour cette centralisation? Oui, centralisation, oui. Avoir un statut unifié, c'est une bonne chose. Avoir un statut pour tous les cadres de l'éducation nationale, ça permet d'avoir les mêmes... Est-ce que la région de Tanja al-Husseima a les mêmes spécificités que Rachidia ou Caire? Bon, de toute façon, c'est trop tard, c'est déjà passé, mais juste, je vous interpelle là-dessus. Vous connaissez bien, est-ce que c'est bien même pour la qualité de l'enseignement? C'est votre cheval de bataille, justement, au sein de l'association. Mais l'enseignant qu'il travaille à Al-Gargarat ou qu'il travaille à Tanger, il reste un enseignant, il a des obligations, il a des droits, il a la même carrière, il faut qu'il ait la même carrière, parce que le statut, il est fait pour gérer une carrière. Et la carrière doit être la même pour l'enseignant où il travaille. Et ça, c'est un élément, je crois qu'il est très, très important à souligner. Mais il y a des éléments qu'il ne faut pas oublier, et en interaction avec ce qui a été dit par mon ami Gdira, cette question de fonctionnaires. Aujourd'hui, je pense que la loi qui a été amendée hier et avant-hier dans le Parlement, la loi des académies, des AREF, elle institue un nouveau cadre de fonctionnaires. Nous passons d'un fonctionnaire du ministère de l'Éducation à un fonctionnaire d'académie. C'est ce qui a été inscrit dans la nouvelle loi. C'est la même chose
si on dresse le parallèle avec ce qui se passe en France, nous avons le fonctionnaire territorial. Nous sommes passés maintenant à ce stade de fonctionnaires dans le cadre de la fonction publique. Ce sont tous des fonctionnaires publics, mais nous avons un fonctionnaire centralisé, si on ose dire, et un fonctionnaire décentralisé. La différence, c'est que le deuxième, c'est-à-dire le fonctionnaire territorial ou bien d'académie, il va être géré par l'académie. Toute la carrière de ce fonctionnaire va être gérée par l'académie. Et le poste budgétaire, bien sûr, il va faire partie de cette régionalisation, si on ose parler ainsi, de cette fonction publique. Et ça, c'est un élément qu'il faut, à mon avis, expliquer aux coordinations. Il faut l'expliquer aux enseignants intéressés. Parce que il ne faut pas tabler sur l'ambiguïté. Que l'ambiguïté ne sert à rien. Mais qui table sur l'ambiguïté? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que vous insinuez qu'il n'y a pas assez de clarté? J'ai envie de dire de pédagogie, puisqu'on parle d'éducation. Oui, pédagogie. Oui, pédagogie. Alors maintenant, on n'est même pas dans l'approche de négociation, on est dans l'approche d'abord d'expliquer ce qu'il en est réellement. Oui. On en est là, Synergie quand même. Mais c'est le rôle aussi, justement, des syndicats. C'est le rôle des coordinations, des chefs de ces coordinations pour tenir des réunions. Si on part avec la bonne foi, est-ce que c'est pas un peu aussi leurs obligations pour expliquer à ces enseignants le pourquoi du comment? Mais les coordinations ne voient pas d'un bon œil cette révolution dans la fonction publique. Ils continuent de contester le fait que le ministère et le gouvernement a changé le cadre d'académie en fonctionnaire d'académie et ils considèrent ce changement comme un changement sémantique. Rien que c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors que c'est un changement fondamental. C'est un changement fondamental dans la gestion de la fonction publique. Et c'est le rôle du gouvernement d'expliquer ce changement fondamental. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, pourquoi nous optons pour cette fonction régionalisée ou bien décentralisée, pourquoi nous optons pour cette solution pour les fonctions d'académie au lieu d'avoir ou bien de rester dans cette posture de fonction publique unique, fonction centralisée. Et ça, c'est un point très important qui est lié à cette question de budgétisation des postes, ou bien des postes budgétaires. Pourquoi ils ne sont pas centralisés? Pourquoi ils sont décentralisés? En plus de ça, ça questionne le statut des académies, le statut des ARF. Est-ce qu'on continue les ARF, est-ce qu'ils vont continuer de travailler comme des établissements publics? Parce qu'un établissement public, il doit avoir ses propres ressources humaines et il doit avoir son statut fonctionnaire. Oui. On oublie ressources humaines. Parce que ça ne plaît pas, c'est vraiment... Ces fonctionnaires, il doit avoir son propre statut des fonctionnaires. Maintenant, on parle d'un statut hors des académies et hors de la loi qui gère les établissements publics, les établissements et les entreprises publiques, qui est la loi 69.00. Et ce changement dans l'organisation des académies et dans la gestion que doit faire l'académie de ses propres fonctionnaires ou bien ressources humaines mérite d'être expliqué profondément. Mais est-ce que c'est l'un des rôles des comités administratifs régionaux? Quel serait le rôle de ce comité administratif régional, annoncé d'ailleurs par le ministre? Parce qu'il était devant la commission d'éducation, de la culture, de la communication à la Chambre des représentants lundi, donc pour expliquer justement. C'est dommage qu'on n'ait pas justement la retransmission des travaux des commissions, mais là ce n'est pas notre débat de toutes les commissions au Parlement. C'est une décision qui a été prise avec cet exécutif. Bref, mais il a été question des comités administratifs régionaux. Quelle serait leur fonction et leur rôle, justement, Synergie? Ils auront un rôle à jouer dans cette question de la gestion de carrière
gestion de carrière des enseignants et des cadres d'académie ou bien des fonctionnaires d'académie, c'est très important d'avoir un organe qui puisse gérer. Mais honnêtement, sincèrement, cette question de comité, elle a été présentée par le ministère brièvement, mais il n'a pas donné plus de détails concernant cet élément. Donc on ne peut pas réellement avoir des précisions sur cet élément. Alors, donc avant qu'on parle justement des... D'ailleurs, ce comité administratif ou ces comités administratifs régionaux donc vont être créés et ils vont être déjà commencer par étudier les dossiers, notamment sur les enseignants suspendus. Parlons-en. Écoutez, moi je pense que les enseignants suspendus vont revenir. Ça, je reste... ils sont... On a un chiffre, 5000, c'est ça? Hein? Combien? 500, pardon. Bon, 5000. Ils avaient annoncé 3200 au début. Maintenant, les chiffres... Il n'y a pas de chiffre officiel. En tout cas. Voilà, il n'y a pas de chiffre officiel. Alors, moi je pense que ces professeurs vont retourner à l'enseignement. Vous savez, nous étions dans une phase exceptionnelle. Et tous les coups, entre guillemets, sont permis dans des phases exceptionnelles. Et donc, il fallait licencier pour pouvoir... C'était un bras de fer. Hein. Je pense que maintenant, puisque il n'y a plus d'imputation salariale pour les grévistes, je pense que ces professeurs vont reprendre du travail, vont reprendre leurs fonctions. J'ai un élément fondamental qui m'a interpellé. C'est qu'aujourd'hui, les discussions et les concertations vont continuer, ne s'arrêtent pas. Hein. Même s'il y a un statut unifié, hein, il y aura toujours de la continuité. Et ça, c'est du moment que vous avez parlé de pédagogie tout à l'heure, je pense que c'est une décision à la fois fondamentale et pédagogique pour pouvoir anticiper, être dans la proactivité des problèmes futurs. Deuxième élément que j'ai envie c'est qu'aujourd'hui, il y a la titularisation des cadres des AREF. Maintenant, peu importe la formule, mais aujourd'hui, il y a une titularisation avec un rappel des avancements antérieurs. Et ça, c'est je dirais, beaucoup plus un droit qui a été acquis par les professeurs qu'autre chose. Il y a l'amélioration des conditions du travail, et la valorisation du métier de l'enseignant. Ça aussi, valorisation, vous savez, vous pouvez circuler à travers le monde et dans aucune négociation, on a eu 30% d'augmentation à travers le monde. Hein? Certains vont dire c'est sur 2 ans. Moi, je ne dis pas que c'est sur 2 ans, c'est sur une année. Janvier et janvier. 12 mois. Hein, c'est 12 mois. Et c'est pas 2 ans. Et par conséquent, et là, je vous parle en tant que spécialiste des ressources humaines, dans une négociation, on ne dépasse jamais les 15%. Jamais. Ça, vous pouvez vérifier par vous-même. Je le dis à haute voix. C'est un compromis inédit. Oui. De l'exécutif. Exactement. C'est vrai qu'il y a eu un effet d'annonce avant l'instauration du gouvernement avec 2500 dirhams par professeur. Mais ça, le chef du gouvernement a dit 2026. Pour le moment, mais bon, c'était leur programme gouvernemental. Voilà, c'est le programme gouvernemental. Il y a énormément d'éléments positifs, il y a des insuffisances, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup d'insuffisances aussi. Mais dans une concertation, comme je l'ai dit au début, il faut savoir tenir le bâton par le milieu et satisfaire, que ce soit les professeurs, que ce soit le gouvernement. Je pense que c'est un bon compromis pour le moment. Où s'arrête, juste parce que je suis restée un peu sur ma faim sur la réponse sur les enseignants suspendus, où s'arrête le droit à la grève légale et légitime et commence la sanction, selon vous? C'est une question. Écoutez, la grève... C'est une question qui oui, non, parce que là,
Vous savez, on a perdu un trimestre. Allez-y dans tous les pays démocratiques. Hein, il y a le droit à la grève, il n'y a aucun problème. Mais il y a l'imputation salariale. Hein? Donc, droit à la grève, vous faites de grève, vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas rémunéré. Moi, je pense, la philosophie du travail, c'est ça. Hein? Vous êtes rémunéré par rapport à un ensemble de tâches que vous exercez. Maintenant, le droit de grève, oui, c'est constitutionnel, tout le monde le sait. Est-ce que les imputations salariales sont légitimes ou pas? Moi, je dis que c'est légitime. Je fais référence à tous les pays démocratiques. Hein? Allez en Norvège, en Suède, en France, je ne sais pas, en Espagne. Hein? Là où il y a grève, il y a imputation salariale. Sur le principe, hein, je suis d'accord, mais dans cette phase exceptionnelle, hein, je ne suis pas d'accord. Voilà. Ok. C'est un droit constitutionnel, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas la loi. La loi qui régit ce droit de grève, ce qui fait que chacun a son interprétation personnelle, comment on peut exercer ce droit de grève. Si on se réfère, comme l'a dit Sigdira, aux autres pays, bien sûr, il y a des pays qui autorisent ces amputations salariales, mais en même temps, il y a les syndicats qui font la compensation. Oui. Les syndicats, ils font la compensation. Ce sont les syndicats qui payent les grévistes pour faire une certaine compensation. Oui, mais en même temps, c'est eux qui les appellent à faire la grève. Donc, c'est un peu la boucle est bouclée, quoi. Oui. D'autant plus que, si je me permets de vous interrompre, c'est Naji, et je vous laisse finir juste après cela, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de compensation? Compensation de quoi? Financière. Qui a été retenu à la source, parce que on fait grève, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour ces enseignants de compenser ces retenues sur salaire pour un travail qu'ils n'ont pas fait parce qu'ils font grève? Bon, je pense aujourd'hui que nous sommes dans une situation particulière. Une situation particulière caractérisée par des négociations avec les syndicats pour améliorer ce statut qui en même temps était accusé d'insuffisance par le gouvernement lui-même. Ce qui fait que la grève qui a été exercée, c'est un droit qui a été exercé, en plus dans une situation particulière. Donc je pense que le gouvernement, même s'il a procédé à ces suspensions, il doit revenir sur ces suspensions et même sur les ponctions. Ils doivent passer par un conseil disciplinaire, rappelons-le. Ces personnes suspendues, c'est 1 plus 500. Oui, il y a une procédure. C'est une formalité. Il y a une procédure qu'il faut suivre, mais cette procédure, on peut l'accélérer, on peut en même temps faire revenir ces enseignants à leur poste sans conséquence sur leur carrière. Et ça, c'est très important pour apaiser, parce que nous sommes dans une situation où on a besoin d'une mobilisation forte pour la réforme, pour poursuivre la réforme. Ah, donc, vous y venez, vous me facilitez la transition, parce que depuis tout à l'heure, valoriser l'enseignant, c'est très bien. Améliorer le statut, c'est fait. Et la réforme de l'éducation nationale dans tout cela, parce qu'in fine, c'est ça. C'est l'objectif. Oui. C'est l'objectif. Et l'amélioration du statut, c'est un moyen. C'est un moyen pour arriver à atteindre cet objectif. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la réforme est oubliée. Absolument, on ne parle pas aujourd'hui de la réforme, on parle seulement du statut. Oui, de réformer la situation. Donc ça, c'est un problème très, très grave, d'autant plus que la réforme même qui a été instaurée, il a oublié de se référer à la référence de la réforme, qui est la loi cadre, qui est la vision stratégique. Aujourd'hui, on oublie la loi cadre, on oublie qu'il faut transformer cette loi cadre en décret, en loi, en texte d'application, etc. Alors que le gouvernement, il a un moyen très simple pour faire cela, c'est
le Parlement aujourd'hui, il a une facilité législative. Il peut légiférer, je parle du gouvernement, comme il veut, parce que la majorité, elle est au service, entre guillemets, du gouvernement. La preuve, c'est qu'on a passé l'amendement de la loi des académies, des AREF, en 2 jours. Et ça, c'est un exploit historique au Maroc. On n'arrive pas à amender une loi en aussi peu de temps. Donc, ça prouve que le gouvernement il a un atout considérable qu'il n'arrive pas à mobiliser, ou bien par volonté, parce qu'il ne veut pas passer par la démarche de la mise en œuvre de la loi cadre dans sa réforme de l'éducation. Il veut court-circuiter la loi cadre pour arriver à faire passer une vision de la réforme qui, pour le gouvernement, c'est une vision pragmatique qui peut lui faire gagner beaucoup de temps par rapport à la démarche de l'application de la loi cadre. Et je pense que c'est une démarche forte. Vous pouvez expliquer un peu plus, parce que là, vous me perdez... Parce que là, c'est court-circuiter la loi cadre pour appliquer une vision. Si vous pouvez juste nous donner un peu plus de précision. Parce que moi, c'est pas très clair pour moi, alors j'imagine pour les téléspectateurs non plus. En tout cas, les moins avertis. Oui. L'explication, elle est simple. Le ministère de l'Éducation, M. Chakib Ben Moussa, il était en même temps le chef de la commission qui a présidé aux travaux D'où la méthodologie d'entamer les pourparlers et les discussions avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Sigdira, dès sa prise de fonction à la tête du ministère. Donc c'était un peu la même, transposer la même manière de travailler. Et dans le nouveau modèle de développement, il y a une vision de la réforme de l'éducation qui n'est pas en contradiction avec la vision stratégique 2030, mais il se focalise sur quelques éléments. Ce n'est pas une vision globale de la réforme, c'est une vision partielle de la réforme qui se focalise sur les 3 éléments qui sont l'élève, l'enseignant et l'établissement scolaire. Alors cette vision, bien qu'elle est perspicace dans un sens, mais c'est une vision qui tronque un peu la vision stratégique, qui se focalise sur une partie de la vision stratégique. Ce qui fait qu'à la fin du mandat de ce gouvernement, si on arrive à appliquer sa vision, on va se contenter de réaliser une partie infime de la vision stratégique. Qu'est-ce que vous faites dire que c'est infime, pas... Parce que dans la vision stratégique, il y a plusieurs éléments. Oui, mais on peut... Pardon. Est-ce qu'on peut, c'est-à-dire envisager... Parce que vous parlez de refrain, je reprends ce concept de refrain. Envisager d'atteindre tous les objectifs d'ici 2030 en même temps. Non. Ce n'est pas ce que je veux insinuer. Je veux que le gouvernement ait une vision globale d'abord de la réforme, et il commence à mettre en œuvre cette vision globale, mais en même temps, il se focalise sur des priorités. Là, le gouvernement, il nous donne l'impression qu'il se focalise sur des priorités, mais il oublie l'image d'ensemble de la réforme qui doit être claire devant le gouvernement. Comme ça, lorsqu'il va réformer des éléments dans la vision stratégique, il n'oublie pas en même temps qu'il y a des relations et des interactions entre ces éléments et d'autres éléments, ce qui fait que si on se focalise uniquement sur des parties de la vision, on peut compromettre les autres parties de la vision stratégique en agissant seulement sur quelques leviers. Qu'est-ce qui pourrait être compromis les autres selon vous, justement, leviers. Un exemple concret? Oui, je vous donne un exemple concret, c'est l'exemple de la réforme ou bien la révision des programmes. Les curricula. Alors, la révision des curricula, dans la feuille de route, on parle d'abord de 3 objectifs stratégiques seulement.
Et dans ces 3 objectifs stratégiques, on ne parle pas des autres cycles d'enseignement à part l'enseignement primaire. Ça veut dire qu'on se focalise sur l'enseignement primaire, on va travailler dans l'enseignement primaire, on va peut-être améliorer les indicateurs de l'enseignement primaire, mais on va oublier les autres cycles d'enseignement, l'enseignement collégial et l'enseignement secondaire qualifiant. Et lorsqu'on parle de la révision des curricula, on parle de la révision des curricula du primaire qui a été réalisée durant les 2 dernières années. Et on parle aujourd'hui qu'on va peut-être réviser le curriculum de l'éducation ou bien l'enseignement secondaire collégial. Alors que la révision du curriculum ne peut pas se faire de manière partielle. Il faut qu'il soit réalisé globalement, systémique, comme un curriculum. Et le curriculum, il concerne tous les cycles d'enseignement et non pas seulement un seul cycle, parce qu'il y a des relations entre les matières des différents niveaux scolaires et horizontalement, bien sûr, il y a des relations entre les matières d'un niveau scolaire. Et comme ça, si on révise le curriculum de cette manière, on va tomber dans des incohérences au sein du curriculum. En plus de ça, on n'adopte pas la vision qui a été stipulée dans la loi cadre, qui consiste à mettre en place un comité permanent des programmes et non pas confier sa tâche au ministère de l'Éducation. C'est un organe qui doit assurer, un organe autonome qui doit assurer cette révision du On a un organe autonome. Non. Le Conseil supérieur. Non, le Conseil supérieur ne travaille pas, ne révise pas les curriculums. Il faut créer un nouvel organe. C'est un organe qui est spécialisé dans la révision des curriculums. Enfin, qui ne dépend pas du ministère. Non, il peut. Il travaille avec le ministère, mais en autonomie. Oui, professeur Xela, peut-être quelque chose à ajouter sur ce sujet des curricula et que, effectivement, cette approche ou cette feuille de route, parce qu'on ne parle pas de réforme, la feuille de route qui a été annoncée par le ministre, ne prévoit pas en effet ce volet ou ce chapitre curricula. Tout à fait. J'adhère à ce qu'a dit Sinaji. On l'avait dit plusieurs fois sur ce plateau. La réforme des curricula. On a dit que les curricula sont hypertrophiés. Il y a un grand problème dans des matières, de la densité des matières. Il y a une surcharge énorme pour l'élève. Aujourd'hui, je ne sais pas comment le ministère voit les choses, mais lorsque je vois un élève... En ce moment, il voit les choses, c'est vraiment pour d'abord arrêter la fronde. Oui, tout à fait. Non, mais je dis bien non, avant. juste, c'était entre parenthèses, juste pour dire qu'effectivement, ils ont d'autres priorités. Lorsque je vois un élève de 8 ans, 9 ans, avec un cartable aussi lourd que lui, ça pose un grand problème. Ça interpelle. Exact. Donc, lorsqu'on dit les curricula, c'est vrai que la vision stratégique a, je dirais, une cartographie, pas détaillée, mais il faut travailler, et je l'ai dit, que ce soit sur ce plateau ou dans d'autres circonstances, il faut alléger d'au moins 40% les programmes actuels. Il y a aujourd'hui une philosophie de la quantité. Il faut le reconnaître. Et il y a une autre, à côté de cette philosophie, il y a un principe, c'est de terminer coûte que coûte les programmes. Si vous donnez une capacité, un sac de 2 kilos, on ne peut pas mettre 5 kilos, sinon ça va éclater ou ça va déborder. C'est le principe qui existe là. Je crois on peut faire un benchmark avec d'autres pays développés, entre guillemets,
et voir qu'est-ce qui se fait. Au primaire, par exemple, la tendance, c'est beaucoup plus jouer qu'étudier. La tendance, c'est beaucoup plus matérialiser les choses que de rester dans, de rabâcher, je dirais, des concepts que l'enfant ne peut pas intérioriser. Donc, c'est une urgence aujourd'hui d'alléger les programmes. C'est vrai, il fallait jouer le rôle de pompier, hein, d'une manière circonstancielle. Maintenant, je pense qu'il faut aller tout droit. Alors, il y a cet élément-là. Il y a un élément de l'infrastructure. Hein. Dans les zones éloignées, c'est pas possible de rester avec, je dirais, des classes inappropriées pour les élèves. Ça doit être déjà traité, parce qu'on a parlé justement davantage pour les enseignants affectés aux zones éloignées. Oui, il y a une prime. Hein, on a donné une prime à ces gens-là. Aujourd'hui, on compte 184 000 personnes qui auront, je dirais, cette prime de 2023 à 2026. C'est vrai, mais ça, c'est pas suffisant. On parle d'infrastructure déjà, c'est des conditions. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, la valorisation de l'enseignant, elle passe aussi par les conditions, et c'est la valorisation de l'élève aussi. S'il n'y a pas un bien-être au travail, il ne peut pas y avoir de performance. Alors, parlons de performance, parce qu'il me reste moins de 5 minutes, s'il vous plaît, messieurs. Et j'ai posé la question à la fin de mon édito. Très honnêtement, et on le dit devant les téléspectateurs, est-ce que le retard est rattrapable? Même si on a annoncé, bien évidemment, des mesures, certains l'ont appelé des mesurettes, dont cette fameuse semaine, une semaine supplémentaire, est-ce qu'on réussira? Et plus, bien sûr, les cours qui vont être aussi étoffés, est-ce qu'on réussira à rattraper les courses? Est-ce que cette hémorragie, j'ai envie de dire, qui a duré pendant 3 mois, elle est rattrapable pour les 6 prochains mois, moins Oui, elle est rattrapable. C'est rattrapable, Sinaji? Non. Elle n'est pas rattrapable. On écoute peut-être le... Oui, elle est rattrapable, mais vous savez, ça ne résulte pas d'une impulsion personnelle. Hein. C'est le travail de tout un ensemble. C'est vrai que le rajout d'une semaine n'est pas suffisant pour pouvoir rattraper. Or, tout à l'heure, on le disait sur les curricula, il y a une surcharge. Il faut du nettoyage. Vous pensez que ça va être peut-être adopté cette année? Je pense, pour le rattrapage, raccourcir les programmes scolaires pour... Et ça ne va pas jouer en défaveur de l'élève. Est-ce que l'élève ne va pas passer la classe juste parce que... Les études, Madame La Khadija, les études ont démontré qu'au bout d'une année, la rétention d'un programme est de 40%. D'accord? Au meilleur des cas. Meilleur des cas. La rétention est de 40%. Maintenant, à part les classes certifiantes, baccalauréat, tout ça, on peut alléger le programme, il n'y a pas de problème. Je crois que l'autre fois, Sinaji a dit quelque chose de formidable, c'est qu'il y a un problème. Nous sommes alignés sur les grandes écoles en France pour pouvoir terminer les classes certifiantes. Il fallait s'aligner sur les classes... je dirais les grandes écoles marocaines et non pas les grandes écoles en France mais c'est rattrapable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tous les acteurs se mettent, il n'y a pas de problème. On va escamoter 30 à 40% du programme. L'essentiel, le fondamental, l'important, l'urgent, c'est dans les 60% du programme. Et quel que soit le niveau scolaire? Quel que soit le niveau scolaire. Professeur Nagy, vous n'êtes pas de cet avis? Oui, peut-être que nous disons la même chose autrement. Autrement parce qu'il dit que c'est rattrapable, mais à une certaine mesure. Et avec des conditions. Moi, je dis que ce n'est pas rattrapable dans l'état actuel des choses, parce qu'en plus du retard qu'on a accumulé lors de l'arrêt des cours, il y a les pertes d'apprentissage qui ont été
je dirais, qui accompagne l'élève des niveaux antérieurs. Et là, je pense qu'en ajoutant ces deux lacunes, on ne peut pas rattraper en ce laps de temps qui reste, malgré les mesures qui ont été réalisées par le ministère, que ce soit au niveau de l'allègement du programme ou bien du soutien scolaire dans les vacances ou bien l'ajout d'une semaine, mais c'est très insuffisant. C'est très insuffisant parce que nous parlions tout à l'heure des curriculums. Nous n'avons pas une vision intégrée des curriculums. Et puisque nous n'avons pas une vision intégrée des curriculums, lorsqu'on a allégé le programme, on l'a fait d'une façon d'abord en laps de temps très court et ce n'est pas dans les règles de l'art. Ça veut dire que même en allégeant le programme, il y a des choses qui ont été escamotées, qui sont importantes, et il y a des choses qui restent, mais qui ne sont pas très importantes pour l'élève. Et ça, on ne peut pas, du jour au lendemain, faire une réingénierie du curriculum dans les règles de l'art. Et c'est pour cette raison que les élèves ne vont pas arriver à rattraper les cours qui ont été perdus et le plus important, qu'ils ne vont pas rattraper ou bien arriver au niveau escompté. Parce que le plus important, c'est d'avoir le niveau escompté dans un niveau scolaire donné, le niveau d'apprentissage. Bon, mais ça nous rappelle que justement le niveau des élèves marocains est en nette détérioration. L'indicateur PISA, le programme international de suivi des acquis, le Maroc a perdu beaucoup de points, donc ça ne risque pas de s'améliorer à cause de ces grèves. Oui. Et je pense que le ministère va être obligé de mettre en place un examen light à la fin de cette année, et non pas un examen qui respecte les critères d'exigence. Pas un examen, excusez-moi, alcoolisé. Non, mais mais bon, parce que ils ont, en fait, ces élèves sont obligés de le faire, sinon le pourcentage de réussite au niveau du baccalauréat va être très faible cette année. Oui. Et surtout qu'ils sont déjà sanctionnés, ces élèves, à cause de ces grèves. Si en plus... on va les sanctionner encore avec des examens normaux. Oui. Je veux dire... bon. Oui, ça pose problème. Oui. Peut-être ceux qui ont les moyens, ils ont pu prendre des cours de soutien. Mais quid de la grande majorité qui n'a pas les moyens de payer 100 dirhams, 200, 300 et même maintenant l'heure est à 400 dirhams, dont les parents n'ont pas les moyens, et ben donc ils sont laissés sont lésés. Exact, et ils sont laissés pour compte, exactement. Merci beaucoup, professeur Gdira. Merci beaucoup. C'était toujours un plaisir de vous interpeller et puis de vous challenger et puis de challenger aussi les parties prenantes qui ne sont pas malheureusement avec nous ce soir. Ce n'est que partie remise. Merci à vous également, professeur Naji. Merci à vous, Khadija. Et merci à vous pour votre fidélité à l'émission. Très bonne soirée à tous.